Bonsoir. Comment ça, bonsoir? Mec, t'es sérieux là? Tu débarques sans prévenir à l'improviste pour faire ta petite vidéo? Mec, tu nous avais promis une vidéo sur Superman la semaine passée, hein? On l'attend toujours, elle est où, mec? Hein? Ouais, bonsoir. Mais écoute, ouais, en effet, j'ai eu quelques petits problèmes concernant cette vidéo sur Superman qui devait donc sortir vendredi passé, mais rassurez-vous, tout ça est réglé et je vais pouvoir travailler dessus cette semaine pour la sortir, je l'espère, fin de la semaine qui arrive, donc rassurez-vous, ça va bien arriver. Bon, mais du coup, parlons plutôt de l'épisode d'aujourd'hui. Non mais mec, bon, quitte à pas sortir tes vidéos, dis au moins ta phrase là. Attends, de quoi tu causes là? Allez, si, ta phrase, allez, ta phrase là. Ah, ouais, celle-là, ok, ouais. Salut les potes, c'est Max. Ah, même le geste. C'est bien Max, bon chien. Depuis 2 épisodes, on ne fait que parler des héros, et donc forcément des protagonistes. On se retrouve donc clairement du côté lumineux de la force pour l'instant. Mais est-ce que vous savez ce qui est encore plus stylé qu'un bon protagoniste? Est-ce que tu voudrais dire un bon méchant? Bon, le mot méchant est un petit peu cliché, mais dans l'idée, c'est ça, oui. En effet, l'antagoniste est selon moi tout aussi important que le protagoniste, voire parfois même plus. Si le ou les ennemis de nos héros sont claqués au sol, malheureusement l'histoire risque fortement d'en pâtir. Donc pour éviter ça, il est important de savoir correctement écrire un antagoniste. Et surtout, il est important de savoir comment les intégrer dans notre récit. Bref, trêve de bavardage, sortez la noirceur qui est en vous et préparez vos meilleurs rires machiavéliques, parce que... Non. Allez mec. Non mec. Parce qu'aujourd'hui on va parler des antagonistes et surtout des anti-vilains. Bon, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un antagoniste? Le terme antagoniste provient du théâtre grec antique. Celui-ci définit un personnage, un groupe, voire même une entité qui globalement s'oppose au protagoniste. En d'autres termes, il s'agit d'une entité qui s'oppose aux personnages principaux du récit. Cette phrase nous explique donc qu'un antagoniste n'est pas forcément qu'un méchant, comme on a tendance à le croire, et que tout dépend de la façon dont l'histoire est racontée. Prenons un exemple pour être plus clair. On va parler de Batman. Bien que le héros à la chauve-souris s'oppose à des génies du crime tels que le Joker, la police souhaite pourtant l'arrêter. En effet, Batman agit de son propre chef, il est au-dessus des lois et donc forcément il commet des crimes, et ça la police n'apprécie pas trop. Et vous allez me dire pourquoi ça, Batman il veut faire que le bien? Oui bon, si tout le monde se permet d'être au-dessus des lois, eh bien la loi ne sert plus à rien. Donc même si la police n'est pas l'antagoniste principal, ce rôle qui est d'ailleurs souvent réservé à un grand méchant tel que le Joker, elle reste cependant une certaine forme d'opposition, qui empêche Batman d'agir comme il le souhaite. On peut donc dire d'une certaine façon que la police est un antagoniste mineur. Donc même si on a envie de faire le raccourci facile de antagoniste égale méchant, on va éviter, on va plutôt se dire que antagoniste égale opposition. C'est bien mieux. On va prendre un autre exemple qui lui va parler c'est sûr à tout le monde. On va parler de Cédric Diggory, provenant du 4e film Harry Potter. Ici on a affaire à un antagoniste assez classique en narration, c'est le personnage du rival. En effet, Harry et Cédric sont des rivaux. Ils sont en compétition, que ce soit pour la coupe de feu, ou encore pour le cœur de la jeune dulcinée, Cho Chang, qui est l'intérêt amoureux de ce 4e film. Ils sont en opposition directe, et vu qu'Harry est le personnage principal du récit, ça veut dire que Cédric Diggory, par définition, est un antagoniste. Et pourtant, on sait tous très bien que Diggory n'est pas du tout un méchant, donc notez bien quelque part dans votre tête que antagoniste égale juste opposition au personnage principal. C'est super important. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un antagoniste, je propose qu'on passe à la question suivante. Quelles sont leurs fonctions dans une histoire? Le rôle principal d'un antagoniste, c'est tout simplement de provoquer le conflit, qui va engendrer directement la réaction du héros, du protagoniste, et donc lancer l'histoire. Bon, évidemment, vous allez me dire... Eh bien vu ça Sherlock, hein. Je vois que le confinement a pas aidé. Toujours aussi malin celui-là. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu con dit comme ça, mais en vrai, quand on y regarde de plus près, quand on s'intéresse vraiment à la question, quand on se rend... Ah non, en fait, j'avoue, c'est complètement con. Bon, il est évident que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'aventure, pas d'épopée, globalement, il n'y a pas d'histoire. Faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Peter, petit gros, j'écoute. Oui, queue de verre? Oui, c'est Voldy. Ah oui. bon, Seigneur. Écoute, je reviens de chez Harry Potter et ils sont pas là. Mais le livre. Donc j'ai laissé un mot. En fait, je pense qu'il faut prendre la question dans le sens inverse. Quand on écrit une histoire, faut toujours se poser cette question.
qu'est-ce qui entraînerait une action du héros qui permettrait de lancer l'aventure. Et l'un des moyens les plus simples pour faire ça, c'est tout simplement d'utiliser un antagoniste. Et c'est là qu'on va pouvoir véritablement juger la qualité d'écriture de ces antagonistes. Que font-ils et comment font-ils pour perturber le protagoniste et le forcer à entrer en action? Le premier genre d'antagonistes qu'on va observer sont ceux que j'appelle les grands méchants. Ce que j'appelle les grands méchants sont tout simplement des antagonistes qui sont méchants. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça va pas plus loin. Ils sont vilains, ils sont cruels, ils représentent la forme la plus pure de mal. Bref, ce sont des méchants pur jus et il y a malheureusement pas grand chose de plus à en tirer. Et ça tombe bien parce qu'il y a deux des plus grandes sagas qu'on connaît qui utilisent ce genre d'antagonistes. On va donc pouvoir en parler à travers elles. On va parler évidemment du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter. La trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson et tirée des livres de Tolkien, utilise le personnage de Sauron comme antagoniste principal. Et on va pas se mentir, c'est pas le méchant le plus dingue qu'on ait connu. Il s'agit juste du Seigneur des Ténèbres, encore un. Le kiff du mec, c'est de faire chier tout le monde sur le continent et juste d'étendre son pouvoir afin de régner sur les peuples libres. Bon, c'est pas folichon, on est d'accord là-dessus. Et maintenant, c'est l'heure de trahir la communauté et de se faire des ennemis. On va parler d'Harry Potter et pas forcément qu'en bien. Bon, crevons l'abcès, pour moi Voldemort, c'est du surfait. Oui, vous avez bien entendu. Non, mais le mec est censé être un des magiciens les plus puissants, les plus sombres du monde magique de J.K. Rowling, et pourtant je trouve qu'il n'impressionne pas beaucoup le bougre. Il est juste méchant pour être méchant, et après avoir revu tous les films et relu tous les bouquins récemment, je trouve qu'il lui manque des motivations et des objectifs pour expliquer réellement tout ce qu'il a fait. Parce que certes, il veut atteindre l'immortalité, la toute-puissance, asseoir la supériorité des êtres magiques sur les moldus et les sandbourbes, je trouve que ça manque d'un élément déclencheur, d'un moment fondateur, qui explique réellement ce désir. Le moment fondateur d'un personnage, c'est un concept super important en narration, et malheureusement, c'est parfois loupé. On va donc s'y intéresser, et on y consacrera donc le prochain épisode, juste pour en parler. Bon du coup, Voldemort, Sauron, je suis pas leur plus grand fan malheureusement. Bon alors évidemment, qui suis-je pour critiquer le talent d'écriture de Tolkien et de J.K. Rowling? Je pense qu'ils ont plus rien à prouver. Mais malheureusement, je trouve que leur antagoniste principal est pas forcément très dingue. Mais on sait tous qu'ils sont tous deux très talentueux, et c'est pour ça qu'on peut retrouver dans leurs œuvres d'autres antagonistes qui ne sont pas forcément les antagonistes principaux, mais certes qui restent des antagonistes qui sont, selon moi, bien plus intéressants que Sauron et Voldemort. Par exemple, dans la saga Harry Potter, on a la chance d'avoir la famille Malfoy. Oh le con, il a dit Malfoy. Et je vous ai bien eu, hein, Malfoy. Non mais du coup je disais qu'on avait la chance d'avoir la famille Malfoy, qui représente un super groupe d'antagonistes. Entre le père Lucius qui subit les foudres de Voldemort suite aux erreurs successives qu'il commet, le fils Drago qui est incombé d'une mission bien trop grande pour lui et qui est menacé de mort s'il n'y arrive pas, et la mère Narcissa qui souhaite protéger son fils à tout prix, quitte à agir dans le dos du Seigneur des Ténèbres, bref, on a affaire à une belle brochette de personnages aux motivations variées et qui vont avoir de quoi évoluer pendant le récit. Comme point commun évidemment, ils s'opposent à Potter, répondant ainsi à la définition de l'antagonisme. Et on va pas se mentir, entre la famille Malfoy et Voldemort, j'ai vite choisi ceux que je préfère. Du coup pour moi ce qui fait un bon antagoniste, ce sont évidemment ses motivations. Pourquoi ce personnage fait-il cela? Que pense-t-il? Que ressent-il? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver là? Ce sont pour moi des questions qu'il est essentiel de se poser si on veut écrire un antagoniste intéressant qui apporte un vrai plus à son histoire. On en arrive donc à mon type de personnage préféré que je vous avais teasé dans l'épisode il y a 2 semaines. On va bien sûr parler des anti-vilains. Enfin, vous allez me dire. Bon déjà, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de ce que je vous racontais sur les anti-héros il y a 2 semaines? Du coup, pour résumer ultra rapidement, un anti-héros c'est quoi? C'est un héros avec des défauts afin de mieux l'ancrer dans la réalité humaine pour qu'on puisse mieux s'identifier à lui. Plutôt facile. Mais si l'anti-héros lui se rapproche du héros de façon parallèle, on peut clairement dire que l'anti-vilain lui s'en approche de façon complètement perpendiculaire. Dans l'idée, l'anti-vilain fonctionnera de façon parfaitement opposée par rapport au héros. Bon allez, mettons quelques mots sur ce terme anti-vilain. L'anti-vilain, c'est le méchant qui sait que ce qu'il fait est mal, mais pourtant, il le fait pour une chose très particulière, il le fait pour le bien. Ou en tout cas, pour le bien, selon sa vision des choses, selon sa propre perspective. En effet, ces anti-vilains ont souvent une vision tronquée de ce qu'est la réalité et de ce qu'est le bien. Ils se rendent pas vraiment compte que ce qu'ils font pour atteindre le bien,
ben c'est quand même un petit peu limite, on va pas se mentir. Mais le truc c'est qu'ils pensent vraiment bien faire, hein. Ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est vraiment la bonne idée, il faut y aller, et peu importe ce que ça en coûtera en fait. Il arrive même des fois que le protagoniste et l'antagoniste partagent un but commun. L'objectif est le même, mais la façon de le réaliser est bien différente. Plutôt orientée vers le mal pour l'anti-vilain, et plutôt orientée vers l'héroïsme pour le protagoniste. Donc vous comprenez pourquoi l'anti-héros est un de mes types de personnages préférés. Il offre plein de choses à analyser et permet de remettre en considération le point de vue du héros et donc indirectement le point de vue du lecteur. Et si un anti-vilain est bien écrit, il pourrait même arriver que vous regardiez le film ou vous lisiez le livre et puis que d'un coup une réflexion vous vienne en tête, ce qu'il fait au final, c'est peut-être pas si con. Bon, en désaccord avec la forme, ça clairement, hein, sauf si vous êtes des tarés, mais sur le fond, il y a parfois des petits éléments qui vous mettent la puce à l'oreille. Je suis pas tant en désaccord avec ce type finalement. Non mais allez, vous vous êtes jamais dit que si une situation négative se produisait, qu'une situation malencontreuse arrivait, ça pourrait potentiellement vous mettre vous et d'autres personnes dans une situation plutôt avantageuse? Ah, j'ai trop la flemme de secours. Puis je touche rien, on va pas se mentir. Ouais, Max? Ouais. Ouais, apparemment la prof aurait eu un accident, donc le cours annulé quoi en gros. Ah merde. Ouais, je sais bien, pas cool. Ah ben... J'espère qu'elle va bien pour le coup. Yes putain, yes! Eh bien la différence entre un anti-vilain et un étudiant qui fout rien, eh bien c'est tout simplement que l'anti-vilain lui aurait provoqué la situation. Bon, je propose qu'on fasse une grosse étude de cas en s'intéressant à un certain personnage... Bonsoir. Comment ça? Oh et puis bonsoir, merde. Bon alors si vous voyez ça, c'est que vous êtes arrivé à la fin de la première partie de la vidéo. Oui, en effet, j'ai fait cet épisode en 2 parties parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire et que j'avais envie de faire mon analyse de cas proprement avec le temps que je désirais en fait. Et ouais, au moment de monter cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais presque 30 minutes de contenu et ça j'admets, ça fait un petit peu beaucoup. Souvent mes vidéos sont longues mais faut pas abuser. Donc je me suis permis de séparer cette vidéo en 2 parties. La première partie où je fais un peu plus de théorie, je fais un peu plus de mise en contexte, et la seconde partie où je prends un exemple très particulier et je l'analyse de bout en bout parce que je le trouve super intéressant. Donc voilà, allez voir la deuxième partie, j'essaierai de mettre un lien quelque part dans la vidéo, je ne sais où, pour que vous puissiez cliquer dessus et arriver directement sur la vidéo. Donc voilà, si cette première partie de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à me faire vos retours, voilà, vous connaissez les bails. Et on se retrouve très rapidement pour la partie 2 du coup. Enfin j'espère. Allez voir, je pense que ça va être vraiment bien en vrai.